Elle emménagea dans la petite maison que tous délaissaient, et y trouva ce qui allait transformer son existence à tout jamais. Imaginez un instant le degré de désespoir qu'il faut atteindre pour consentir à vivre dans un lieu que chacun jure être maudit. On croirait le prélude d'une légende, pourtant cette histoire est authentique et s'est déroulée dans les contrées reculées de la Provence, en 1952. Avant de poursuivre, je vous invite à réfléchir un moment à la décision la plus ardue que vous ayez eu à prendre pour les vôtres. Partagez-la dans les commentaires. Je serais honoré de vous lire et de découvrir la portée de ces témoignages de bravoure. Et si de tels récits vous émeuvent, abonnez-vous à notre chaîne, car l'issue de cette aventure vous surprendra comme jamais vous ne l'auriez cru. La découverte de cette femme dans cette demeure abandonnée n'a pas seulement modifié sa propre destinée, mais celle de toute une communauté. Le soleil de plomb de cet après-midi doux accablait le hameau de Sainte-Croix-du-Vent, une petite localité nichée entre des collines arides et des champs d'oliviers assoiffés. La poussière s'élevait à chaque souffle d'air brûlant, voilant les modestes maisons en pierre et les traits tannés de leurs habitants. Manon Dubois avançait d'un pas lent sur le chemin de terre, son jeune fils Léo, à peine âgé de 3 ans, dans ses bras. Agrippé à sa jupe élimée, son aîné, Lucas, un garçon de 7 ans aux grands yeux, portait déjà un regard assombri par une tristesse précoce. Manon avait 25 ans, mais l'existence avait gravé sur sa peau des marques prématurées qui la vieillissaient. Son teint hâlé, jadis velouté et vibrant de vie, portait désormais les stigmates d'un épuisement extrême et d'un chagrin tenace qui ne la lâchait pas. Ses cheveux d'ébène, tressés négligemment, laissaient échapper des mèches indisciplinées. Sa tunique simple, jadis ornée de broderies aux couleurs éclatantes, était maintenant passée et reprisée en mains endroits. C'était le vestige silencieux de jours meilleurs, si lointain qu'il semblait appartenir à un rêve étranger. Manon marchait pieds nus. Sa plante, crevassée et blanchie par la poussière, connaissait chaque caillou, chaque épine du sentier. 6 mois à peine s'étaient écoulés depuis que son époux, Tom, avait disparu. Nul corps, nuls obsèques, nulle sépulture pour le pleurer. Tom était monté vers le nord, comme tant d'autres hommes du pays, avec la promesse de revenir fortune faite, pour bâtir une maison digne de ce nom et assurer l'avenir de ses fils. Les premiers mois, des lettres étaient arrivées, porteuses de nouvelles et de quelques billets qui couvraient à peine l'achat du blé et des fèves. Puis, un matin, le courrier cessa. Le silence s'abattit, pesant et implacable. Les semaines s'écoulèrent, puis les mois. D'aucuns prétendaient qu'il avait été arrêté à la frontière. D'autres murmuraient les dangers de la route, les passeurs abandonnant à leur sort ceux qui ne pouvaient plus payer. La vérité ne se fit jamais jour, laissant place à un vide qui se creusait chaque jour dans le cœur de Manon et dans les interrogations muettes de ses enfants. À Sainte-Croix-du-Vent, la vie d'une femme était entièrement suspendue à celle de son homme. Sans Tom, Manon n'était plus rien. Aucune terre ne lui appartenait. Le maigre pécule avait fondu, et sa propre famille peinait déjà à joindre les deux bouts. Ses parents étaient décédés des années plus tôt, fauchés par une épidémie de typhus qui avait emporté la moitié du village. Tom, fils unique, avait déjà perdu sa mère. Elle se retrouvait seule, absolument seule dans un monde impitoyable pour les veuves et les orphelins. Le potentat local, Monsieur Pierre Duval, un homme replé au regard cupide, propriétaire de la majeure partie des terres et de l'unique épicerie, la convoqua 3 semaines après que la nouvelle de la disparition définitive de Tom se fût répandue. Manon pénétra dans la grande demeure, seul édifice à étage du village, la gorge nouée, tenant ses 2 fils par la main. Monsieur Duval, avachi dans un fauteuil de cuir, sirotait une eau-de-vie locale et ne prit même pas la peine de la regarder entrer. Mon mari est parti nous chercher une vie meilleure, il travaillait pour envoyer de l'argent que nous laissions dans votre magasin, articula Manon, la voix tremblante mais déterminée. C'était un homme juste. Je vous demande seulement de nous permettre de rester dans la petite maison que nous occupions. Je suis prête à tout faire, le ménage, moudre la farine de céréales, ce qu'il faudra. Mes enfants ont besoin d'un toit. Monsieur Duval daigna enfin lever la tête. Ses petits yeux froids la toisèrent avec mépris. Manon, Tom avait des dettes envers moi. La note au magasin est longue. La maison que vous habitiez m'appartient. Une autre famille, qui en a besoin, l'attend déjà. Une famille avec un homme capable, lui, de travailler mes terres. Manon sentit le sol se dérober sous elle. Mais, monsieur Duval, où irions-nous? Mes fils sont si jeunes. Accordez-moi un délai, le temps que je trouve une solution. Le notable émit un ricanement sec et cruel. Le temps, c'est de l'argent,
ma fille, et tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour vider les lieux. Estime-toi heureuse. J'aurais pu te jeter dehors dès le premier impayé. Manon voulut implorer, mais M. Duval avait déjà replongé son regard dans son verre, signifiant la fin de l'entretien. Elle quitta la demeure avec ses enfants, une froidure dans l'âme que même le soleil écrasant de la Provence ne parvenait pas à dissiper. Son univers s'était contracté en une impasse sans issue. Les jours qui suivirent, Manon fit du porte-à-porte, proposant ses services contre un coin où dormir, mais se heurta invariablement au même refus. Les maisonnées étaient déjà pleines. La récolte d'olives avait été maigre cette année, et l'argent aussi rare que l'eau en était. Une veuve avec 2 enfants à charge représentait un fardeau que nul ne voulait endosser. Quelques femmes lui glissèrent une miche de pain ou un bol de soupe, la gratifiant d'une pitié plus cuisante encore que le rejet franc. Personne ne lui ouvrit sa porte. Elle sentait les regards peser sur ses épaules alors qu'elle arpentait l'unique rue du village. Elle percevait les chuchotements qui se taisaient sur son passage. La parole de M. Duval était d'évangile, et lui venir en aide équivalait à défier l'homme qui tenait leur vie, leur crédit et leur gagne-pain entre ses mains. La solitude devint une muraille invisible, l'isolant de tout ce qu'elle avait un jour considéré comme ses voisins. Le week-end arriva, tel un verdict implacable, et Manon dut faire son baluchon. Une natte pour dormir, 2 couvertures usées, une vieille marmite et les vêtements reprisés de ses fils. Assise à l'ombre d'un platane en bordure du village, Léo endormi sur ses genoux, Lucas le regard fixé sur l'horizon avec une gravité qui n'était pas de son âge, elle se demanda si la garrigue serait leur dernière demeure. C'est alors qu'elle entendit parler de la Bastide. Ce fut Madame Marie Fournier, une vieille guérisseuse qui habitait à l'écart du village, respectée et crainte de tous, qui lui en toucha un mot. La vieille femme s'avança vers elle d'un pas traînant. Ses yeux sombres et plissés semblaient détenir la sagesse des âges. Elle tendit à Manon un morceau de nougat et une gourde d'eau fraîche. Le loup traque la brebis, mon enfant, dit Madame Fournier d'une voix éraillée comme la terre sèche. Mais même la plus faible des brebis finit par trouver refuge dans le plus inaccessible des rochers. Manon releva un visage où se lisait un désespoir sans mots. Quel refuge me reste-t-il, Nana? Nul ne veut de nous. D'un mouvement de son menton anguleux, la vieille femme indiqua une colline lointaine, où la silhouette d'une bâtisse en ruine se découpait sur le ciel empourpré du couchant. Là-haut, l'ancienne Bastide des Montégeaux. Abandonnée depuis les années de l'occupation. Une étincelle d'espoir, aussi fragile qu'une braise, vacilla dans le cœur de Manon. Pourquoi est-elle abandonnée? N'a-t-elle donc pas de propriétaire? Madame Fournier esquissa un signe de croix, un geste si rapide qu'il en était presque imperceptible. Pas de propriétaire de ce monde. On dit qu'elle lui appartient, à la dame blanche de la Bastide. Marie lui narra alors la légende que toutes les mères utilisaient pour terroriser leurs enfants. La Bastide avait été la propriété de Madame Geneviève Montégeaux, une femme opulente et fière. Durant l'occupation, les résistants s'étaient emparés du village. Son époux fut tué et, dans la confusion, son unique et jeune fils disparut. On le dit noyé dans la rivière, d'autres prétendirent qu'il fut enlevé. Madame Geneviève sombra dans la folie. On raconte qu'elle erra des mois durant dans les oliveraies, pleurant et appelant son fils, jusqu'au jour où on la découvrit, sans vie, au pied d'un vieux chêne. Depuis, les villageois juraient que son esprit hantait les lieux. Une lamentation glaciale portée par les nuits de grand vent. Un signe de mauvais augure pour quiconque oserait troubler sa peine et sa demeure. Nul n'y a vécu depuis plus d'une décennie, conclut la vieille. On dit que le lieu attire le malheur, qu'il rend les enfants malades et que les récoltes y sèchent. Manon déglutit difficilement. La peur lui fit parcourir un frisson malgré la chaleur ambiante. Mais son regard se posa sur ses fils, Lucas tremblant à ses côtés, Léo dormant, inconscient de tout. Que pesait le spectre d'une femme éplorée face au spectre bien réel de la faim et du froid? Un toit restait un toit, fut-il habité par la douleur d'une âme errante. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Le soir même, ses maigres biens sur le dos, ses 2 enfants pour unique cortège, Manon prit le chemin de la colline des Montégeaux. Le sentier était à peine discernable, une trace presque effacée par les herbes folles et les arbustes épineux qui dressaient leurs dards de part et d'autre. Le soleil amorçait sa descente, embrasant le ciel de teintes violentes et étirant des ombres mouvantes qui semblaient douées de vie. Le vent gémissait d'un murmure plaintif, comme si les voix de la légende contée par Marie prenaient corps dans l'air. Lucas resserra son étreinte sur la main de sa mère. « J'ai peur,
Maman, chuchota l'enfant, les yeux rivés sur la silhouette délabrée de la Bastide qui se dessinait devant eux. Manon s'accroupit pour le regarder dans les yeux, esquissant un sourire qu'elle ne ressentait pas. N'aie crainte, mon amour. Ce n'est qu'une vieille bâtisse. Nous chasserons la poussière et la tristesse, et elle deviendra notre maison. Un roi et son prince dans leur château, qu'en dis-tu? Elle-même n'était pas convaincue par ses propres paroles, mais le courage n'est parfois qu'un masque qu'une mère revêt pour protéger sa progéniture. La Bastide était plus imposante et plus ruinée qu'elle ne le semblait de loin. Les murs de pierre, lézardés, s'effritaient par endroits, et la toiture du corps principal s'était effondrée, exposant la charpente au ciel, telle la carcasse d'un animal géant. Une arche de pierre, qui dut être jadis une entrée somptueuse, encadrait désormais une cour envahie d'herbes sèches et d'oliviers sauvages aux branches indisciplinées, pointées en tous sens comme des javelots. Manon s'immobilisa devant l'édifice et un frisson lui parcourut l'échine, une sensation de profonde tristesse qui semblait sourdre des pierres elles-mêmes. L'air était lourd, saturé d'odeurs de terre humide et de fleurs pourries. C'était comme si le chagrin de Madame Geneviève s'était incrusté dans chaque moellon, chaque tuile brisée. D'une poussée de l'épaule, elle ouvrit une lourde porte de bois qui ne tenait plus que par un gond rongé par la rouille. Le grincement qui s'ensuivit fut une plainte longue et stridente qui déchira le silence crépusculaire. L'intérieur baignait dans la pénombre. Une odeur de moisie et de fiente de chauve-souris la saisit à la gorge. Le sol, un dallage de tomates brisées, était couvert d'une épaisse couche de poussière, de feuilles mortes et de gravats. Des toiles d'araignée, épaisses comme des voiles funèbres, pendaient aux angles. Nul mobilier, hormis des débris de bois vermoulu et des tessons de poterie jonchant le sol. Elle inspecta les pièces avec précaution, à la recherche d'un espace qui pût leur servir d'abri. La plupart des chambres étaient à ciel ouvert, mais dans une aile, là où devaient se trouver les anciennes cuisines et les quartiers des domestiques, elle découvrit une pièce dont le toit, bien que percé, semblait encore tenir. Le sol était de terre battue et, dans un angle, se dressait une cheminée de pierre noircie par la suie de feux éteints depuis des lustres. C'était peu, mais c'était un abri, c'était un toit. Manon déposa Léo sur une couverture usée et entreprit de nettoyer. Elle s'activa jusqu'à ce que la nuit soit complète, balayant à l'aide d'une branche, ôtant les toiles d'araignée, déblayant les gravats à main nue. Lucas l'assistait de son mieux, transportant les feuilles mortes à l'extérieur, sa peur initiale s'étant muée en un besoin d'aider sa mère. Lorsqu'il parvint enfin à allumer un petit feu dans la vieille cheminée, les flammes dansantes projetèrent une lueur chaude et réconfortante sur les murs décrépits, repoussant quelque peu les ténèbres oppressantes. Cette première nuit, Manon ne ferma pas l'œil. Étendue sur le sol dur, ses fils blottis contre elle, elle guettait chaque bruit de la campagne, le ululement d'une chouette, le craquement des vieilles poutres, le sifflement du vent s'engouffrant dans les fissures. Et autre chose, un son lointain, à peine perceptible, qui lui glaça le sang. Était-ce le vent, ou la lamentation d'une femme cherchant son fils disparu? Elle serra les paupières et pria en silence Sainte Marie, patronne de la région. Sainte Mère, protégez mes enfants. Donnez-nous la force de surmonter cette épreuve. Gardez-nous en ce lieu d'oubli. Les premiers jours à la Bastide furent les plus éprouvants de la vie de Manon. La survie devint un combat de chaque instant, de l'aube au crépuscule. Elle se levait avant les premières lueurs sur les crêtes et se rendait à la rivière locale pour puiser de l'eau, un trajet de près de 2 kilomètres qu'elle effectuait 2 fois par jour, 2 lourdes cruches suspendues à une palanche sur ses épaules. Avec cette eau, elle préparait une maigre bouillie pour ses enfants, puis se rendait au village, quêtant le moindre travail pour quelques sous. Elle lavait le linge d'autrui sur les galets de la rivière jusqu'à ce que ses phalanges soient en sang, broyait le grain sur les meules des autres femmes jusqu'à ce que ses bras la supplient d'arrêter, ou parcourait la garrigue en quête de bois qu'elle revendait pour une somme dérisoire. Elle gagnait tout juste de quoi acheter un peu de blé et de fèves à l'épicerie de Monsieur Duval, où elle devait affronter le regard méprisant du notable. Parfois, avec un peu de chance, une âme charitable lui donnait les restes de la veille, mais la plupart des villageois l'esquivaient. Lorsqu'elle traversait le village, les gens détournaient les yeux ou se signaient furtivement. Les enfants qui jouaient naguère avec Lucas s'enfuyaient à son approche. La Bastide des Montégeaux était une flétrissure, et en y vivant, elle était devenue, aux yeux de tous, porteuse de sa malédiction. Madame Mireille, l'épouse de Monsieur Duval, femme à la langue de vipère et au cœur sec, alla jusqu'à déclarer sur la place publique, pour que nul n'en ignore, cette femme est allée chercher le diable dans le repaire de la Dame Blanche. Elle va attirer le malheur sur nous tous, vous verrez. Manon apprit à s'entourer d'une armure. Elle faisait semblant de ne pas entendre les mots qui la lapidaient.
Elle figeait ses traits pour ne pas laisser paraître la douleur que lui infligeait ce mépris. Elle n'avait pas d'autre choix, c'était la Bastide ou le vide. Un après-midi, après près d'un mois de vie dans les ruines, alors qu'elle tentait de colmater une brèche dans le toit de sa chambre avec des branchages d'olivier et de la terre, elle entendit Lucas l'appeler à grands cris de la cour. Effrayée, elle courut, craignant un serpent ou un scorpion. Elle le trouva près des anciennes écuries, les yeux écarquillés, le doigt pointé vers le sol. « Maman, écoute, ça sonne creux, ici. » Manon, malgré sa fatigue, lui accorda son attention. Elle tapa du pied à l'endroit que son fils désignait. Le son était effectivement différent, un écho mat qui ne correspondait pas à la terre tassée du reste de la cour. La curiosité, une faculté qu'elle se croyait à jamais éteinte, s'éveilla en elle. Armée d'un bâton taillé en pointe, elle commença à fouiller. La terre était meuble, comme si elle avait été retournée il y a fort longtemps. Elle n'avait creusé que d'une trentaine de centimètres lorsque le bâton buta sur quelque chose de dur. Ce n'était pas de la pierre. Le bruit fut celui du bois contre le bois. Son cœur s'emballa. Elle tomba à genoux et écarta la terre frénétiquement avec ses mains. Elle mit au jour une vieille trappe de bois, rongée par l'humidité, munie d'un anneau de fer oxydé. Lucas la dévorait des yeux, l'excitation brillant dans son regard d'enfant. « Qu'est-ce que c'est, maman ? Le trésor des résistants ?» Manon ne répondit pas. Une crainte ancestrale se mêlait à une étrange expectative. Au prix d'un effort considérable, elle tira sur l'anneau. Le bois pourri céda dans un craquement sinistre et la trappe se disloqua, découvrant une ouverture béante et des marches de pierre s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Un souffle glacial et humide, exhalant une odeur de terreau ancien et de secrets enfouis, s'éleva de l'obscurité, l'enveloppant et la faisant frissonner. Elle ignorait ce qui se trouvait en bas, mais une force irrépressible l'attirait. Comme si le lieu lui-même, après l'avoir éprouvé, consentait enfin à lui livrer son plus intime secret. « Reste ici avec ton frère et ne bouge pas », ordonna-t-elle à Lucas d'un ton si grave que l'enfant obtempéra sur-le-champ. Le soleil avait presque disparu et les ténèbres dans l'ouverture étaient complètes. Manon retourna dans sa modeste chambre, alluma une petite lampe à huile, héritage de sa mère, et, le cœur battant à tout rompre, revint vers la trappe. La curiosité l'emportait désormais sur la peur. Elle se pencha. Les marches de pierre étaient abruptes et rendues glissantes par l'humidité. Elle inspira profondément et entama la descente avec une infinie précaution, la lueur vacillante de la lampe projetant son ombre mouvante sur les parois de terre. L'air se faisait plus froid et plus dense à chaque pas. Une odeur de renfermé, de poussière séculaire, flottait. La cave n'était pas vaste, une simple pièce de 3 mètres sur 3, au plafond voûté. De toute évidence, elle avait été creusée à dessein pour servir de cache. D'abord, la lumière ne révéla que des toiles d'araignée et un sol en terre battue, mais lorsqu'elle orienta la lampe vers un angle, un reflet sourd capta son attention. Là, dissimulés sous une bâche moisie, se trouvaient 3 coffres de bois sombres aux ferrures ouvragées. À côté, plusieurs ballots enveloppés dans une grossière toile de jute. Un frisson d'anticipation la parcourut. Était cela ce que la légende de la Bastide recelait en vérité? Les mains tremblantes, elle déposa la lampe et s'approcha des coffres. Ils n'étaient pas verrouillés. Elle souleva le lourd couvercle du premier. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle, mais ce n'était pas l'éclat de l'or qu'une part d'elle avait peut-être secrètement espéré. Le coffre, tapissé d'un velours fané, contenait des objets d'une beauté singulière et antique. Des masques de stéatite aux expressions hiératiques, des colliers de coquillages et de pierres fines, des poteries polychromes ornées de motifs représentant des divinités et des animaux fabuleux, et d'étranges figurines d'ambre noir qui scintillaient d'un éclat sombre à la lueur de la lampe. C'étaient des trésors, certes, mais pas de la nature qu'elle avait imaginée. C'étaient des trésors de la terre, des aïeux, d'une époque antérieure aux Romains, aux Bastides et aux plaintes des âmes en peine. Elle avait le sentiment d'avoir mis le pied sur le cœur endormi de son propre peuple. Elle ouvrit le second coffre et y trouva d'autres objets, des peignes en os ciselés, des seaux d'argilés, soigneusement pliés, plusieurs manuscrits anciens sur parchemin en peau de cerf et sur un antique papier végétal, couverts de dessins et de glyphes qu'elle ne déchiffrait pas, mais qu'elle identifia comme une écriture ancienne. Des manuscrits comme ceux que l'instituteur lui avait jadis montrés dans un livre. Enfin, dans le troisième coffre, reposant sur d'autres céramiques, elle découvrit un objet unique, enveloppé dans une pièce de lin, un journal à la couverture de cuir, dont les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture élégante et dense. Elle l'ouvrit délicatement.
La première page portait l'inscription « Journal de Monsieur Jean Montégeau, ethnologue et collectionneur. Année de Notre Seigneur, 1913. Le mari de Madame Geneviève. » Avec une sorte de vénération, Manon saisit une petite statuette en terre cuite figurant un homme coiffé de plumes. L'objet était froid et semblait vibrer d'une énergie latente. Elle ignorait sa valeur marchande, mais à cet instant, assise dans l'obscurité de la cave, au milieu des vestiges silencieux d'un monde disparu, elle sentit le poids de l'histoire entre ses doigts. Elle n'avait pas découvert le butin d'un maquisard, ni l'or d'un notable. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus essentiel et de bien plus dangereux. L'âme dérobée de ses ancêtres. Elle demeura là, pétrifiée, tandis que la flamme de la lampe dansait, ignorant que cette trouvaille, loin d'être son salut, allait devenir sa plus terrible épreuve. Elle quitta la cave, le journal à la main, le sentant peser comme du plomb. Elle installa ses enfants, déjà endormis près du feu vacillant, et s'assit au plus près de la lampe à huile. Elle rouvrit le journal et, du bout des doigts, suivit les lignes d'encre fine et serrée. Le récit de Monsieur Jean sur ses pages jaunies la saisit et lui glaça le sang. Ce n'était pas un simple propriétaire, c'était un homme possédé par l'histoire, un collectionneur insatiable d'antiquités, comme il les nommait. Le journal détaillait avec une précision clinique comment il avait passé des années à compulser de vieilles cartes et à corrompre les anciens des villages alentours pour localiser une sépulture celte que les légendes locales disaient sacrée et inviolable. Il l'avait finalement trouvée, dissimulée dans une grotte au cœur de la montagne. Accompagné d'une bande d'hommes recrutés dans la capitale, il avait profané le sanctuaire, emportant tout ce qu'ils y avaient trouvé. Il ne décrivait pas son acte comme un pillage, mais comme un sauvetage scientifique, arrachant ses pièces à l'ignorance et à la superstition des autochtones. L'orgueil et le dédain imprégnaient chaque mot. Quelques pages plus loin, le ton s'assombrissait. Monsieur Jean y relatait une confrontation avec le vieux gardien du lieu, un druide qui, découvrant le sacrilège, s'était dressé face à lui, sans armes, les yeux emplis d'une tristesse et d'une fureur séculaire. D'une voix profonde, le vieil homme avait prononcé une prophétie que Monsieur Jean avait transcrite dans son journal, avec un mélange de sarcasme et d'une anxiété mal contenue. La stéatite et l'argile que tu dérobes ne recèlent pas la richesse, mais l'esprit des anciens. Tu as libéré la cupidité, et elle sera le serpent qui empoisonnera ta descendance. La terre n'oublie jamais. Le sang qui crie de ces tombes trouvera un écho au sein même de ton foyer. Monsieur Jean avait balayé ces mots comme les délires d'un barbare, mais les entrées suivantes de son journal trahissaient une inquiétude et une paranoïa croissante. Il y consignait ses querelles avec ses hommes, désireux de vendre les pièces aux plus offrants à l'étranger. Il parlait d'ombres qu'il croyait apercevoir la nuit aux abords de la Bastide, du sentiment constant d'être épié, de la certitude que ses anciens complices tramaient de le déposséder de sa découverte. L'ivresse initiale de la possession s'était muée en une peur maladive de la perte. La dernière entrée était datée de novembre 1944. L'écriture, jadis si régulière, n'était plus qu'un griffonnage presque indéchiffrable, maculé par endroits de ce qui pouvait être du vin, ou peut-être du sang. Les résistants approchent. On dit que les Alliés débarquent au sud. Mais mon véritable ennemi, ce n'est pas la guerre. C'est moral. Je sais qu'il viendra. Il profitera du chaos pour s'emparer de mon bien. Geneviève est inconsciente. Elle croit que ce ne sont que des bibelots. C'est l'histoire, et elle m'appartient. J'ai tout dissimulé dans la cave. Jamais ils ne trouveront. Que les vers les dévorent avant lui. Que cette demeure s'écroule sur eux. J'ai scellé l'accès. La malédiction du vieux druide. Quelle sottise. L'unique malédiction, c'est la convoitise des autres. Manon referma le journal d'un coup sec. Un frisson la parcourut. L'histoire de la Dame Blanche, la démence de Madame Geneviève, la disparition de son fils, tout s'éclairait d'une lumière nouvelle et effroyable. Ce n'était pas le spectre d'une femme qui hantait ces lieux. C'était l'écho de l'avarice d'un homme. La tragédie n'émanait pas d'un esprit, mais d'une profanation et d'un vol. Son regard se porta sur la cour obscure, sur la trappe dissimulée. Elle comprenait, maintenant. Elle n'avait pas trouvé un trésor. Elle avait mis au jour la source d'un malheur, un secret gorgé de violence qui sommeillait sous ses pieds, en attente. Manon repoussa les coffres dans l'angle, les recouvrit de la bâche et quitta la cave. À l'aide de terre et de pierre, elle masqua l'entrée, tentant d'effacer toute trace de la trappe, comme si, en la soustrayant au regard, elle pouvait aussi enfouir ce terrible secret au fond de sa mémoire.
Elle ne devait pas y toucher. C'était de l'argent maudit, dangereux, fruit d'un sacrilège. Elle tenta de reprendre le cours de sa vie, comme si rien ne s'était passé. Elle se levait à l'aube, allait chercher l'eau, cherchait du travail, mais la conscience de ce qui reposait sous ses pieds la rongeait. Chaque fois qu'elle allumait le feu, elle imaginait les masques de stéatite l'observant depuis les ténèbres. Chaque fois que ses enfants jouaient dans la cour, elle avait le sentiment qu'ils s'ébattaient sur une tombe de secret et de violence. Elle avait conservé le journal de Monsieur Jean au fond de son sac, rappel constant du péril qu'elle avait introduit dans son refuge. L'histoire de la cupidité et de la déchéance tournait en boucle dans sa tête, et l'avertissement du vieux druide résonnait à ses oreilles tel un oracle funeste. Les jours suivants, elle vécut sur le qui-vive, sursautant au moindre bruit, redoutant de voir surgir à sa porte l'ombre d'un descendant de Morale ou des complices de Montéjo. Une semaine après sa découverte, le petit Léo tomba malade. Cela commença par une toux sèche, qui s'aggrava de jour en jour. Les nuits se firent plus fraîches dans la Bastide en ruine, et l'humidité s'insinuait par les fissures des murs. La toux se mua bientôt en une fièvre ardente qui faisait délirer l'enfant. Son petit corps était une fournaise, ses lèvres parcheminées, sa respiration un sifflement rauque et pénible. Manon épuisa toutes ses connaissances. Elle prépara des tisanes de plantes locales, lui appliqua des linges froids sur le front, récita toutes les prières que sa grand-mère lui avait transmises, mais la fièvre ne tombait pas. Léo cessa de s'alimenter, refusant même l'eau, et passait ses jours et ses nuits dans une sorte de léthargie, seulement interrompue par des quintes de toux qui le laissaient exsangue et tremblant. Lucas, terrifié, ne quittait pas le chevet de son frère, le contemplant avec ses grands yeux remplis d'une impuissance qui déchirait le cœur de sa mère. Manon savait que les remèdes de grand-mère ne suffiraient pas. Léo avait besoin d'un médecin, de médicaments que l'on ne trouvait qu'à la pharmacie de la ville voisine, à une journée de marche. Et cela coûtait de l'argent, bien plus d'argent qu'elle n'en avait jamais possédé. À l'aube du 3e jour, l'enfant fut pris de convulsions. Saisie de panique, Manon le serra contre elle, sentant son petit corps agité de soubresauts violents, ses yeux se révulsaient, un filet de bave perlait à ses lèvres. « Mon fils est en train de mourir », pensa-t-elle avec une lucidité terrifiante. « Mon fils va mourir et je ne peux rien faire, parce que je suis pauvre. » C'est à cet instant de désespoir absolu, sur fond des sanglots effrayés de Lucas, le corps de Léo se tordant dans ses bras, que Manon prit sa décision. Dans son esprit défilèrent les images des figurines de stéatite, des poteries. Elle revit l'avertissement du druide. La cupidité sera le serpent qui mordra tes enfants. Était-ce de la cupidité que de vouloir lui sauver la vie? Ou la véritable malédiction consistait-elle à le laisser mourir par superstition? Le dilemme la torturait, mais lorsqu'elle contempla le visage de son fils, blême et couvert de sueur, la réponse s'imposa, instantanée, viscérale. Au diable les malédictions et les fantômes d'hommes défunts. Nul esprit, nulle légende, nulle peur n'était plus grande que celle d'une mère sur le point de perdre son enfant. Avec une détermination farouche, elle allongea Léo, demanda à Lucas de veiller sur lui, et se précipita dans la cour, vers l'endroit où la terre recelait son secret défendu. Avec une force née du désespoir, Manon griffa la terre de ses mains jusqu'au sang. Elle dégagea l'entrée, descendit dans la cave sans même songer à prendre la lampe et, à tâtons dans l'obscurité, fouilla le premier coffre. Ses doigts effleurèrent la froideur de la stéatite. Elle saisit la première pièce qui lui tomba sous la main, un petit masque, pas plus grand que sa paume, mais lourd, et à l'expression étrangement paisible. Sans s'attarder, elle remonta, reboucha le trou et enveloppa le masque dans un morceau de tissu qu'elle dissimula au fond de son sac. Elle courut, Léo dans les bras, jusqu'à la masure de Madame Fournier. La vieille femme l'accueillit en silence, lisant la fièvre dans les yeux de l'enfant et la résolution fébrile dans ceux de la mère. « Veillez sur lui, Nana, je vous en supplie. Je serai de retour demain avec les remèdes. Je le jure sur la mémoire de ma mère, » implora Manon, la voix brisée. Madame Fournier acquiesça, son regard sombre empli d'une triste sagesse, et prit l'enfant dans ses bras. Elle ne posa aucune question, mais Manon sentit que la vieille femme savait, ou du moins pressentait, qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne rouge. Elle laissa Lucas auprès d'elle, lui déposa un baiser sur le front et, sans se retourner, s'engagea sur le sentier menant à la grande ville, à Marseille. Elle marcha des heures durant sous un soleil impitoyable. La nuit tombée, elle continua, guidée par la lune. La peur et l'adrénaline étaient son unique viatique. Chaque pas était une prière pour la vie de son fils. Le masque de stéatite dans son sac semblait peser une tonne,
un secret glacial contre son dos. Elle atteignit la ville à l'aube, exténuée, couverte de poussière, étourdie par le vacarme des premiers camions et le tumulte de la foule. Jamais elle n'avait vu un lieu si vaste. Elle se sentit minuscule, invisible. Pendant des heures, elle erra dans les rues, n'osant pas franchir le seuil des élégantes boutiques du centre. Finalement, dans une ruelle sombre, elle avisa une petite échoppe dont l'enseigne portait l'inscription « Antiquité et curiosité ». Le lieu dégageait une atmosphère poussiéreuse et confidentielle qui lui donna le courage d'entrer. Un homme âgé, affublé de petites lunettes, le regard perçant d'un rapace, l'accueillit de derrière un comptoir encombré. D'une voix mal assurée, Manon déballa le masque de stéatite et le déposa sur le comptoir. Les yeux de l'homme s'arrondirent une fraction de seconde, un éclair de pure convoitise qu'il maîtrisa aussitôt pour arborer un air d'intérêt détaché. L'antiquaire s'empara de la pièce, l'examina à la loupe, la soupesa. Son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il tenait là une authentique pièce celte, une pièce de musée d'une valeur inestimable sur le marché noir. « D'où tu sors ça, la petite ?» demanda-t-il d'un ton faussement mielleux. « C'est de ma grand-mère, » mentit Manon, récitant la seule fable qu'elle avait pu échafauder. Elle le conservait comme un trésor. L'homme gloussa. « Eh bien, ta grand-mère avait du goût, mais ça ne vaut pas des fortunes. C'est une belle imitation, tout au plus. Je t'en offre 200 francs, et c'est bien payé. » Manon ne connaissait rien à l'argent, ni à l'art. 200 francs lui parurent une somme colossale, bien plus que nécessaire pour le médecin et les médicaments. Elle acquiesça, pressée d'en finir. L'homme lui remit une liasse de billets chiffonnés et s'empressa de ranger le masque dans un tiroir. En quittant la boutique, serrant l'argent comme un viatique, Manon sentit le regard de l'homme planté dans son dos. Ce n'était pas un regard d'adieu, c'était un regard calculateur, celui d'un prédateur qui vient de repérer une piste fraîche et prometteuse. Elle avait sauvé son fils, mais elle sentait au plus profond d'elle-même qu'elle venait d'aliéner sa tranquillité pour une poignée de billets. L'argent en poche, Manon ne perdit pas un instant. Elle se précipita chez le premier médecin qu'elle trouva, un homme à l'air grave qui l'écouta avec une patience affectée. Elle acheta les injections de pénicilline et les sirops qu'il lui prescrivit, y laissant la quasi-totalité de son argent. Sans prendre de repos, elle reprit la route, portée par un mélange d'espoir et de terreur. Le soleil se leva et se coucha une nouvelle fois, elle marchait toujours, ses pieds meurtris la faisant souffrir à chaque pas, son esprit entièrement tourné vers l'image de son fils. Elle arriva chez Madame Fournier tard dans la nuit, au bout de ses forces. L'enfant était livide, sa respiration un souffle à peine audible. Madame Fournier lui avait appliqué des compresses et lui avait fait boire des tisanes, le maintenant en vie à force de volonté. Sans un mot, Manon prépara la première injection, les mains si tremblantes qu'elle peinait à tenir la seringue. Avec l'aide de la vieille femme, elle administra le remède à son fils endormi. Puis commença la longue attente. Pendant 2 jours et 2 nuits, elle resta à son chevet, administrant le traitement avec une rigueur monacale, priant en silence, ne mangeant ni ne dormant. Au 3e matin, le miracle eut lieu. La fièvre était tombée. La respiration de Léo n'était plus un râle, mais un murmure apaisé. Il ouvrit les yeux et, à la place du regard éteint de la maladie, Manon y vit l'étincelle de vie, faible, mais incontestable. « Maman » chuchota l'enfant. Manon s'effondra sur lui, non du poids de son corps, mais de celui de son âme, et sanglota. Elle pleura d'un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux. Son pari insensé avait payé. Son fils vivrait. Une semaine plus tard, Léo gambadait de nouveau, encore frêle, mais débordant de vitalité. Manon éprouvait une gratitude infinie envers Madame Fournier et une sérénité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La malédiction semblait n'être qu'un lointain souvenir, une fable stupide lue dans un vieux grimoire. Mais la nouvelle de la guérison miraculeuse de l'enfant, et surtout de l'argent qu'il avait permise, se propagea dans le village aussi vite qu'une étincelle sur la paille sèche. Personne ne goba l'histoire de l'héritage de la grand-mère. Les regards apitoyés firent place à la suspicion, à l'envie. D'où cette veuve miséreuse, recluse dans la Bastide hantée, avait-elle pu tirer une telle somme? Les bruits parvinrent aux oreilles de Monsieur Pierre Duval, et ses yeux avides s'allumèrent d'un intérêt nouveau. La femme aurait-elle mis la main sur le trésor caché des résistants? L'idée germa dans son esprit et ne le quitta plus. La quiétude de Manon fut de courte durée. Elle sentit de nouveau les regards peser sur elle, mais cette fois, ils étaient différents,
plus calculateur, plus inquiétant. Elle percevait une menace diffuse dans l'air, une tension dont elle ignorait l'origine, mais qui lui donnait la chair de poule. 3 jours après son retour à la Bastide avec ses fils guéris, alors qu'elle ramassait du bois mort près des ruines, elle perçut un bruit de chevaux. Il était rare que quiconque s'aventure par ici. Son cœur s'emballa. Elle observa prudemment à travers les buissons et vit 2 hommes à cheval, arrêtés devant l'entrée principale de la Bastide. Ils n'étaient pas du pays. Ils portaient des vêtements de la ville, des bottes crottées et des chapeaux qui masquaient leurs traits. L'un d'eux, un homme petit et râblé, une balafre lui barrant la joue, mit pied à terre. L'autre, plus grand et dégingandé, resta en selle, inspectant les ruines d'un œil de prédateur. Manon était pétrifiée. La terreur l'empêchait de respirer. Elle sut, avec une certitude absolue, la raison de leur présence. Ils étaient la suite de son expédition en ville. La réponse à la question cupide de l'antiquaire. Et, la femme lança le balafré, sa voix ébranlant le silence. On sait que t'es là. Le patron à Marseille nous a dit que t'avais d'autres belles choses à nous faire voir. Montre-toi et discutons. On te fera rien si tu es raisonnable. La menace à peine voilée était aussi limpide que le soleil à son zénith. Le bref intermède de paix était révolu. La véritable malédiction n'était pas un fantôme, mais la convoitise des hommes, et elle venait de frapper à sa porte. Le cœur de Manon battait à se rompre. Ses enfants jouaient dans leur chambre, ignorant le péril qui les guettait. Son instinct maternel, plus puissant que la peur, reprit le dessus. Elle sortit des fourrés, levant lentement les mains en signe de paix, s'efforçant d'afficher un calme qu'elle était loin de ressentir. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, messieurs, dit-elle d'une voix d'une fermeté surprenante. Comme vous le constatez, cet endroit est en ruine. Nous ne sommes que mes enfants et moi. Nous sommes pauvres, nous n'avons rien qui ait de la valeur. » L'homme à la cicatrice, qui semblait être le chef, eut un rire sans joie. Il s'approcha d'elle d'un pas lent et menaçant, tel un loup cernant sa proie. « Tu nous prends pour des imbéciles, ou quoi ? Le vieux de la boutique nous a décrit la pièce. C'est pas le genre de truc qu'une pauvresse garde au fond d'un tiroir. On connaît la légende de cette Bastide, le trésor du maquisard, ou je ne sais quoi. Dis-nous où il est, et on te laissera tranquille. Sinon, mon pote et moi, on va devoir fouiller. Et on est très consciencieux. Ça serait dommage d'effrayer les petits. » Son regard se porta un instant vers la porte de la chambre de Manon, et la menace implicite lui figea le sang dans les veines. Manon fut saisie d'une terreur absolue, mais l'image de ses enfants lui insuffla une force inouïe. Elle se redressa. « Je vous jure sur la tête de mon défunt mari que vous faites erreur. Cette pièce était tout ce qui me restait de ma famille. Je l'ai vendue pour arracher mon fils à la mort. Il n'y a rien d'autre. » Le truand eut un sourire cruel. Une grimace qui n'atteignit pas ses yeux de glace. « C'est une bien belle histoire, dommage que j'y croie pas. » Il avança encore, la main tendue pour la saisir par le bras. Alors, une dernière fois. Mais sa phrase resta inachevée, interrompue par une voix nouvelle, posée mais chargée d'autorité. « Est-ce que je dérange ?» Tous se retournèrent d'un même mouvement. Un homme se tenait à l'entrée du sentier menant à la Bastide. Il n'était pas du village. Il avait une 50aine d'années, des cheveux grisonnants et un regard vif derrière des lunettes. Il était vêtu d'une chemise en lin et d'un pantalon en toile, la tenue d'un citadin à l'aise à la campagne. À ses côtés, un jeune homme à l'air studieux observait la scène avec anxiété. Plus bas, sur le chemin, on distinguait une vieille Land Rover, manifestement bien entretenue. Manon reconnut l'homme plus âgé. C'était le médecin qui avait examiné son fils en ville, celui qui lui avait posé des questions polies mais insistantes sur sa provenance. Les 2 malfrats se raidirent, jaugeant le nouveau venu. Il ne représentait pas une menace physique, mais sa présence impromptue était une complication. « Mêlez-vous de vos affaires, l'ami, » grogna le balafré. « On a une conversation privée. » Le docteur ignora le truand et posa son regard sur Manon. Il vit la terreur dans ses yeux et la manière dont elle se plaçait en rempart entre les hommes et la porte de sa chambre. « Tout va bien, madame ? Je m'appelle Stéphane Lambert. » Puis, s'adressant de nouveau aux hommes, son ton se fit plus officiel et plus sec. « Il se trouve que votre conversation privée m'intéresse au plus haut point.
L'antiquaire à qui madame a vendu sa pièce est une vieille connaissance à nous, un trafiquant d'art avec lequel l'Institut national du patrimoine a des comptes à régler. Je travaille pour l'Institut. Il sortit un portefeuille et exhiba une carte officielle. Par conséquent, si vous êtes ici en quête d'autres antiquités, je crains que cela ne devienne une affaire d'État. La mention de l'INP changea la donne. Les deux hommes échangèrent un regard inquiet. Intimider une veuve sans défense dans des ruines isolées était une chose. Affronter un agent du gouvernement en était une autre. L'homme à la cicatrice cracha par terre avec dépit. « C'est pas fini », siffla-t-il à l'adresse de Manon. Ils enfourchèrent leur monture et s'éloignèrent au galop, soulevant un nuage de poussière. Le danger immédiat était écarté, mais Manon savait que ce n'était qu'un sursis. Elle était désormais prise en étau entre la convoitise des criminels et l'intérêt de l'État. Lorsque le bruit des sabots se fut tu au loin, les jambes de Manon flageolèrent et elle s'effondra sur le sol, secouée de tremblements incontrôlables. Ses enfants se précipitèrent vers elle et l'étreignirent, pleurant de peur. Elle se cramponna à eux, enfouissant son visage dans leurs cheveux, s'efforçant de leur cacher sa propre terreur. Le docteur Lambert attendit patiemment qu'elle se reprenne, puis s'approcha lentement, en maintenant une distance respectueuse. « Madame, je suis navré de vous avoir alarmée. Je suis Stéphane Lambert et voici mon assistant, Hugo Leclerc. Vous n'avez rien à craindre de nous. » Manon leva vers lui un regard chargé de méfiance. « Et pourquoi vous croirais-je ? Tous ceux qui m'ont approché ces derniers mois voulaient quelque chose. Que voulez-vous, vous ? Le trésor, c'est ça ? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Le docteur ôta son chapeau en signe de déférence. Oui et non. Je ne suis pas venu pour vous dépouiller. Madame Dubois, la pièce que vous avez cédée à Marseille n'est pas une simple antiquité, c'est un artefact d'une valeur historique inestimable. Les spécialistes pensent qu'elle pourrait être la clé d'un site archéologique celte que l'on pensait à jamais disparu. Ma mission est de protéger le patrimoine de la France, de préserver l'histoire de votre peuple, de vos ancêtres. Manon écoutait en silence, sur ses gardes. Le conte de sa grand-mère ne tenait plus. Elle se sentit vulnérable, mise à nu. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », maintint-elle, mais sa voix manquait d'assurance. C'était juste un vieux bijou de famille. Le docteur soupira. Son regard était empreint de compassion. « Je vous en prie, ne me mentez pas. Je ne suis pas là pour vous juger, ni pour vous livrer à la justice. Vous avez fait ce que toute mère aurait fait pour sauver son enfant. Je le comprends et je le respecte. Mais vous devez prendre la mesure de la situation. L'antiquaire, un certain Leroy, est l'un des trafiquants d'art les plus dangereux du pays. Les hommes que vous avez vus ne sont pas de simples brutes, ce sont ses sbires. Ils ne s'arrêteront à rien pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils reviendront, et en force. De plus, ajouta-t-il à voix basse, les rumeurs qui courent au village ont certainement atteint les oreilles du notable, Monsieur Duval. D'ici peu, vous aurez les charognards locaux et les loups de la ville qui se disputeront la carcasse, et vous et vos enfants serez pris au milieu. Chaque mot du docteur confirmait une vérité que Manon pressentait déjà. Elle était prise au piège. Le secret qui l'avait sauvée était devenu le carcan qui l'étouffait. Constatant le désespoir sur son visage, le docteur Lambert lui exposa sa proposition. Ce n'était pas une injonction, mais une main tendue, une planche de salut au milieu de la tourmente. J'ai une solution, mais il faut que vous me fassiez confiance. Je ne veux pas ces artefacts pour moi. Ils appartiennent à la nation, à l'histoire. Aidez-moi à les récupérer et à les mettre en sécurité. En retour, je vous donne ma parole que l'Institut national du patrimoine prendra soin de vous et de votre famille. Nous vous trouverons un logement sûr, loin d'ici si vous le désirez. Ou si vous préférez rester, nous vous aiderons à faire de ce lieu ce qu'il devrait être, un petit musée communautaire, un centre dédié à la mémoire de votre peuple. Vous en seriez la conservatrice. Vous percevriez un salaire. Vos enfants iraient à l'école. Vous n'auriez plus à redouter des hommes comme Leroy ou Duval. Vous ne seriez plus la veuve recluse dans des ruines maudites, mais la gardienne de l'héritage de votre peuple. Manon resta muette. L'offre était si prodigieuse, si inattendue, qu'elle lui parut irréelle. Elle scruta le visage sérieux et franc du docteur. Puis ses enfants, qui la regardaient avec une attente anxieuse. Elle baissa les yeux vers la terre craquelée à ses pieds, cette même terre qui recelait à la fois le trésor et la malédiction.
Elle devait prendre une décision qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi le sens même de sa découverte. Manon garda le silence une longue minute, soupesant les paroles du docteur. Son esprit était en ébullition. Elle pouvait tenter de vendre les pièces une à une, vivre dans la clandestinité, toujours sur le qui-vive, comme un animal pourchassé. Elle aurait de l'argent, peut-être beaucoup, mais connaîtrait-elle jamais la paix? Le souvenir du journal de Monsieur Jean, de sa paranoïa et de sa fin tragique, était un avertissement trop puissant. Cette voie était pavée de sang et de peur. De l'autre côté, il y avait la proposition de cet homme. Il ne lui promettait pas la fortune, mais quelque chose de bien plus précieux, la sécurité, une raison d'être, un avenir honorable pour ses enfants. L'idée de transformer la Bastide, symbole de son infortune et de sa solitude, en un lieu de fierté pour sa communauté, un lieu où l'histoire de son peuple serait célébrée au lieu d'être pillée, lui apparut comme une forme de rédemption. C'était une façon de conjurer la véritable malédiction, celle de la cupidité, et de la transmuter en bénédiction. Elle regarda Lucas, qui l'observait de ses yeux graves, et prit sa décision. Non par crainte des truands, mais par espoir d'un avenir différent pour lui. Elle se releva, épousseta sa jupe, et plongea son regard dans celui du docteur Lambert. « D'accord, dit-elle d'une voix nette et résolue qui la surprit elle-même. Je vous fais confiance. Suivez-moi, je vais vous montrer. » Sans un mot de plus, elle les mena à l'endroit désigné dans la cour. Avec l'aide d'Hugo, le jeune assistant, ils dégagèrent les pierres et la terre qui masquaient la trappe. Elle alluma sa lampe à huile et descendit la première, éprouvant cette fois non la crainte d'une profanatrice, mais la gravité d'une gardienne. Le docteur Lambert et Hugo la suivirent dans la cave. Lorsque le faisceau de leur lampe de poche éclaira les coffres et les ballots, ils en eurent le souffle coupé. Le docteur s'agenouilla devant le premier coffre ouvert avec le recueillement de celui qui pénètre en terre sainte. Hugo laissa échapper un « incroyable » murmuré. Chaussant des gants de coton sortis de sa sacoche, le docteur souleva l'une des poteries polychromes. « Je n'ai jamais rien vu de semblable, » balbutia-t-il, la voix vibrante d'une émotion purement scientifique. La facture de cette céramique, les pigments. Et ces manuscrits. Nous pensions que tous les exemplaires de cette région avaient disparu. Madame Dubois, réalisez-vous ce que vous avez trouvé? Ce n'est pas un trésor, c'est un miracle. C'est tout un PAN de l'histoire de France que l'on croyait perdu. Tandis qu'ils examinaient les objets, la confirmation qu'elle lisait sur leur visage et dans leurs paroles acheva de convaincre Manon qu'elle avait fait le bon choix. Elle n'éprouvait aucun regret pour la richesse qu'elle n'aurait jamais, mais une fierté grandissante d'être la dépositaire d'un patrimoine si important. Mais ce moment de contemplation fut de courte durée. Le docteur Lambert se releva, le visage soudain grave et pressant. « Nous n'avons plus de temps. Ces hommes vont avertir le roi qu'ils ont localisé le site. Et ce n'est qu'une question d'heure avant que M. Duval ne passe à l'action. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'attendre le jour. Il faut tout évacuer cette nuit même. » Hugo le regarda, l'air soucieux. « À nous seuls, docteur ? C'est une tâche immense. Et nous risquons d'être repérés. Nous ne pouvons pas faire appel à la police locale. Elle pourrait être à la solde de Duval, rétorqua le docteur, réfléchissant à toute vitesse. Nous devons nous débrouiller. Hugo, va à la Land Rover et ramène toutes les caisses et le matériel d'emballage. Madame Dubois, nous allons avoir besoin de vous. Nous allons devoir travailler toute la nuit, en silence et dans l'obscurité. La nuit est notre seul allié. À l'aube, tout ceci devra avoir disparu. Et vous aussi. Le plan était hasardeux, presque insensé, mais c'était le seul qu'il eusse. Dans le silence de la cave, entouré des témoins muets d'un passé grandiose, le petit groupe d'alliés de circonstance se prépara à la nuit la plus longue et la plus périlleuse de leur vie. La nuit s'abattit sur Sainte-Croix-du-Vent, un voile sombre et dense, charriant un silence qui, cette fois, n'avait rien de paisible, mais était lourd, saturé de menaces invisibles. Aussitôt les dernières lueurs du couchant éteintes, ils se mirent au travail. Hugo rapporta de la Land Rover plusieurs caisses de bois, des rouleaux de ouate et de toiles d'emballage. À la lueur chiche de 2 lampes à huile à la flamme réduite, la cave se mua en scène d'une opération clandestine et fiévreuse. Le docteur Lambert, avec la méticulosité d'un chirurgien, leur montra comment manipuler chaque artefact. Ils enveloppaient chaque poterie, chaque masque de stéatite, chaque fragile manuscrit avec une précaution infinie, comme s'ils bordaient des enfants endormis.
Le silence était leur consigne absolue, seulement troublé par des chuchotements et le bruit feutré des objets déposés dans les caisses. Manon, qui se sentait d'abord gauche et impressionnée par l'enjeu de la tâche, révéla bientôt un instinct naturel. Ses mains, endurcies par le labeur, se mouvaient avec une délicatesse et une assurance qui étonnèrent le docteur. Il existait un lien ancestral entre elle et ces objets. Elle les traitait non comme des choses, mais comme des reliques sacrées, et son respect silencieux imprégnait l'atmosphère, transformant la besogne en rituel. La peur était toujours là, un nœud glacial au creux de son ventre, mais elle se mêlait désormais à un sentiment de mission qu'elle n'avait jamais éprouvé. Au cœur de la nuit, un bruit les figea. L'aboiement lointain d'un chien, suivi de l'écho de sabots sur le chemin du village. D'un souffle, ils éteignirent les lampes, s'immergeant dans une obscurité complète et oppressante. Manon retint son souffle. Son oui, affûté par des années de vie à la campagne, lui fit percevoir le frémissement de ses enfants, qu'elle avait installés dans un coin de la cave pour les protéger. Le bruit des chevaux sembla s'arrêter au pied de la colline. Ils attendirent, immobiles, un temps qui leur parut une éternité, n'entendant plus que les battements de leur propre cœur. Puis, les sabots reprirent leur cadence, s'éloignant. C'étaient sans doute les hommes de Monsieur Duval en patrouille, flairant la piste de la rumeur. La menace était bien réelle et se resserrait. « Il faut accélérer », murmura le docteur Lambert dès qu'ils osèrent rallumer une lampe. Cette brève alerte leur avait injecté une nouvelle dose d'urgence. Ils ne sauvaient plus seulement l'histoire, ils étaient engagés dans une course contre la convoitise, et le temps leur était compté. Pendant que les hommes finissaient de conditionner les dernières pièces, Manon prépara ses enfants. Elle réveilla doucement Lucas et lui expliqua à voix basse qu'il partait pour un voyage secret, une grande aventure nocturne, et qu'il devait être le gardien silencieux de son petit frère. L'enfant, saisissant la gravité de l'instant au ton de sa mère, acquiesça sans poser de questions. Elle rassembla ces quelques effets en un unique baluchon. Les couvertures usées, la marmite, le journal de Monsieur Jean. Tout son univers tenait dans ce petit paquet. Le docteur Lambert s'approcha d'elle dans la pénombre. Le plan est de quitter les lieux dans moins d'une heure. Nous roulerons toute la nuit sur des chemins de traverse pour éviter la nationale. Au matin, nous serons près de Cavaillon, et de là, il sera plus sûr de gagner Paris. J'ai un appartement discret qui vous y attend. Nul ne vous y trouvera. Vous serez en sécurité, je vous le promets. Manon opina, le visage transformé en un masque d'épuisement et de détermination. Elle jeta un dernier regard à la pièce qui avait été son refuge, au mur nu qui l'avait abrité au plus fort de sa détresse, puis à la cave désormais vide, le lieu où la malédiction et la bénédiction avaient émergé. La fuite allait commencer. Le transport des caisses fut le moment le plus angoissant de l'opération. Chaque caisse de bois, alourdie par le poids de l'argile et de la pierre, semblait peser une tonne. Ils durent faire d'innombrables allers-retours, gravissant et dévalant les marches glissantes de la cave, traversant la cour en ruine et descendant le sentier broussailleux jusqu'à la Land Rover, que Hugo avait garé au plus près sans allumer les phares. L'obscurité était quasi totale, la lune étant voilée par une épaisse couche de nuages. Ils se déplaçaient comme des spectres, butant sur des racines et des pierres, ne communiquant que par gestes et murmures étouffés. La sueur collait à leurs vêtements et l'effort était harassant, mais la peur était un aiguillon qui leur interdisait de sentir la fatigue. Manon portait Léo endormi, solidement arrimé à son dos par un châle, tout en tenant la main de Lucas, qui marchait à ses côtés avec un courage muet. À chaque voyage de retour vers la Bastide, elle chargeait elle-même certains des sacs de toile contenant les pièces les plus légères, refusant de rester simple spectatrice. C'était son histoire, sa lutte, et sa force semblait décuplée à chaque pas qui l'éloignait de sa vie passée. Elle laissait derrière elle la misère et l'humiliation, et cette pensée allégeait sa charge. Il hissait la dernière et la plus lourde des caisses à l'arrière de la Land Rover lorsque le désastre manqua de s'abattre sur eux. Deux phares vifs surgirent soudain sur la route principale à la sortie du village, progressant lentement dans leur direction. « Couchez-vous » siffla le docteur Lambert. Ils se plaquèrent au sol derrière le véhicule, tirant les enfants avec eux et les protégeant de leur corps. Le cœur de Manon cessa de battre. Les phares appartenaient à une vieille camionnette pétaradante qu'elle reconnut sur le champ. Celle de Monsieur Duval. Le véhicule ralentit en arrivant à l'embranchement du sentier de la Bastide, s'immobilisant à moins de 50 mètres d'eux. Le faisceau des phares balaya les fourrés, frôlant leur abri. Manon plaqua ses enfants contre le sol, priant pour que Léo ne se réveille pas et ne pleure. Elle distinguait les silhouettes de 3 hommes dans la cabine.
L'un d'eux, Monsieur Duval lui-même, désignait du bras la colline, en direction de la Bastide. Pendant un instant qui dura une éternité, Manon fut convaincue qu'ils allaient bifurquer et s'engager sur le sentier. C'en était fait d'eux. Elle entendait leurs voix assourdies qui semblaient débattre. Puis, à son immense soulagement, le conducteur parut secouer la tête en signe de dénégation. La camionnette accéléra brutalement et poursuivit sa route vers le village. Ils attendirent, n'osant plus bouger, jusqu'à ce que le bruit du moteur s'éteigne complètement, laissant derrière lui un silence encore plus lourd qu'auparavant. Ils ont dû décider d'attendre le lever du soleil, chuchota le docteur, la voix brisée par la tension. Nous n'avons plus une seconde à perdre. Cette alerte leur donna le dernier sursaut d'adrénaline dont ils avaient besoin. Dans une frénésie silencieuse, ils finirent de charger la dernière caisse, arrimèrent la bâche sur le chargement et prirent place dans la Land Rover. Manon s'installa à l'arrière, un enfant de chaque côté, les recouvrant d'une couverture usée. Le moteur de la Land Rover s'ébranla dans un vrombissement qui, dans le silence de la nuit, parut aussi retentissant qu'un coup de tonnerre. Mais il était trop tard pour reculer. Sans allumer ses phares, le docteur Lambert engagea le véhicule, non pas sur la route principale, mais sur un chemin de terre à peine visible qui s'enfonçait dans la garrigue, à l'opposé du village. Tandis que la Land Rover cahotait dans l'obscurité, Manon jeta un dernier regard à la silhouette de la Bastide sur la colline, un spectre noir se découpant sur un ciel sans étoiles. Elle n'éprouva aucune tristesse, seulement le soulagement vertigineux de la fuite. La course pour la liberté et pour l'histoire venait de commencer. Le reste du voyage nocturne fut une odyssée confuse de chemins de terre, de chaos et de la tension permanente d'être en fuite. Les enfants, épuisés par les émotions et la peur, sombrèrent dans un sommeil de plomb, lovés contre leur mère à l'arrière. Mais Manon ne put trouver le sommeil. Le regard perdu dans les ténèbres qui défilaient, elle se sentait comme si elle voyageait entre deux mondes, abandonnant non seulement un lieu, mais toute une existence de souffrance et de résignation. Dans le calme de la fin de nuit, seulement troublée par le ronronnement du moteur, elle s'entretint à voix basse avec le docteur Lambert. Il la questionna sur sa vie, sur Tom, sur les épreuves qu'elle avait traversées, et pour la première fois, elle se confia. Elle lui parla de la promesse de son mari, du silence qui l'avait englouti, de la cruauté de Monsieur Duval, de la faim, de la solitude. Elle parla sans s'apitoyer, avec la simple et brute honnêteté de celle qui relate les faits de son existence. Le docteur l'écouta avec une attention respectueuse, sans l'interrompre, et dans cette écoute, Manon trouva une forme de reconnaissance qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'était pas la folle veuve de la Bastide, elle était une femme, une survivante, une mère qui s'était défendue avec les seules armes dont elle disposait. Cette conversation dans la pénombre scella entre eux un pacte de confiance, plus solide que n'importe quelle promesse. À l'aube, ils rejoignirent une route goudronnée et firent halte dans une petite auberge de campagne. L'arôme du café frais et des crêpes salées chaudes flottait dans l'air. Le docteur Lambert leur offrit le petit déjeuner. Pour Lucas et Léo, qui n'avaient jamais mangé dans un tel établissement, ce fut un banquet. Ils dévorèrent les viennoiseries et sirotèrent leur chocolat chaud avec une allégresse qui embua de larmes les yeux de Manon. Voir ses enfants manger à satiété, sans l'ombre du manque planant sur eux, fut un luxe plus précieux que tous les trésors de stéatite. Un instant, attablés dans cette humble auberge, ils formèrent une famille ordinaire, et cette normalité leur parut le plus extraordinaire des miracles. Pendant qu'ils goûtaient cet instant de répit, à Sainte-Croix-du-Vent, le matin apportait son lot de fureur et de confusion. Monsieur Duval, flanqué de ses 2 sbires et de 2 autres hommes, monta à la Bastide dès le lever du soleil, décidé à s'emparer par la force de ce qu'il considérait comme son dû. Il s'attendait à trouver une femme terrorisée et prise au piège. Ils ne trouvèrent que le silence et l'abandon. La chambre était vide, le foyer éteint et froid. Nulle trace de Manon ni de ses enfants. Comme si la terre les avait engloutis. Enragés, ils fouillèrent les lieux comme des bêtes furieuses. Ils ne tardèrent pas à repérer la terre fraîchement remuée dans la cour et l'entrée de la cave. Ils y descendirent avec des torchets, espérant y trouver les coffres, l'or de la légende. Mais la cave était désespérément vide, une cavité sombre et narquoise. La veuve leur avait filé entre les doigts, emportant le secret avec elle. La rage de Monsieur Duval fit trembler les ruines. Il avait été joué par la femme la plus insignifiante du village. La nouvelle de cette disparition se répandit comme une traînée de poudre à Sainte-Croix. Certains dirent que les hommes de la ville l'avaient enlevée. D'autres, les plus anciens, chuchotèrent que l'esprit de Madame Geneviève avait enfin pris son dû, emportant la femme et ses enfants dans l'au-delà.
la légende de la Bastide s'enrichit, tissant un nouveau chapitre où Manon devenait elle-même un fantôme, une apparition d'audace et de mystère. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, la Land Rover filait sur une autoroute moderne, laissant derrière elle les collines arides de la Provence. Manon contemplait le paysage verdoyant et fertile qui s'offrait à elle et, pour la première fois depuis des mois et des mois, elle se laissa envahir par une petite graine d'espoir qui germait dans son cœur las. Ils atteignirent Paris à la nuit tombée le lendemain. Pour Manon et ses fils, qui n'avaient jamais rien connu de plus grand que la place de leur village, la ville fut un choc sensoriel, un monstre infini de lumière, de fleuves de voitures rugissantes, de bâtiments qui semblaient vouloir toucher le ciel. Lucas et Léo, le nez collé à la vitre, avaient les yeux grands ouverts, partagés entre la peur et la fascination. Ils se sentaient comme s'ils avaient débarqué sur une autre planète. Le docteur Lambert se faufila dans un dédale de rues pour atteindre un quartier paisible, planté d'arbres et bordé d'immeubles. Il s'arrêta devant l'un d'eux et les conduisit à un petit appartement au 3e étage. « Voici votre nouveau logis, pour le moment, dit-il en lui remettant une clé. Vous êtes en sécurité ici. Personne ne sait que vous êtes en ville. » L'endroit était modeste, mais aux yeux de Manon, c'était un palais. 2 petites chambres, un séjour, une cuisine. Mais ce qui la laissa sans voix, ce furent les détails. L'eau courante jaillissait d'un robinet d'une simple rotation du poignet. Une cuisinière à gaz s'allumait d'une simple allumette, sans bois ni fumée. Et dans les chambres, il y avait des lits, de vrais lits, avec des matelas souples et des draps frais. Ses enfants, en les voyant, poussèrent un cri de joie et se jetèrent dessus, rebondissant et riant aux éclats. Contempler ce bonheur simple et pur sur leur visage fut pour Manon la confirmation ultime qu'elle avait pris la bonne décision. Ce soir-là, le docteur Lambert leur apporta un repas chaud et leur expliqua la suite des événements. Les artefacts, leur apprit-il, étaient déjà en lieu sûr, dans les réserves du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Une équipe des plus grands archéologues du pays était en train de les étudier, et l'excitation était à son comble. « Ce que vous avez fait, Madame Dubois, est un acte d'héroïsme, » lui dit-il avec une sincère admiration. « Vous avez restitué à la France une part de son âme que l'on croyait à jamais perdue. La nation vous est redevable. » Manon entendit le mot « héroïsme » et eut le sentiment qu'il ne la concernait pas. Elle n'avait été qu'une mère aux abois, luttant pour sa survie. Le docteur lui expliqua que l'Institut lui verserait une allocation mensuelle pour subvenir à ses besoins, de quoi vivre dans la dignité. Ses enfants seraient inscrits dans une bonne école du quartier dès qu'ils se seraient acclimatés. Sa seule tâche, pour l'heure, était de se reposer, de s'adapter, lorsqu'elle s'en sentirait la force, d'aider les spécialistes à reconstituer l'histoire de sa découverte. Son identité serait préservée dans le plus grand secret pour la protéger d'éventuelles représailles de la part de le roi ou des gens de son village. Il lui réitéra sa promesse de transformer la Bastide en musée, mais l'avertit que cela prendrait du temps et une planification rigoureuse. Plus tard, après le départ du docteur, Manon borda ses enfants dans leur nouveau lit. Ils s'endormirent sur le champ, un sourire aux lèvres, dormant pour la première fois de leur vie sur un matelas moelleux. Elle, en revanche, ne trouva pas le sommeil. Elle s'approcha de la fenêtre du séjour et regarda au dehors. Un océan de lumière scintillante s'étendait à perte de vue. Un univers de vie et d'histoire dont elle faisait désormais partie. Le silence de la nuit n'était plus hanté par les gémissements du vent dans les ruines ou la crainte de pas étrangers. C'était un silence urbain, empli d'un murmure lointain et anonyme. Pour la première fois depuis la disparition de Tom, elle se sentit en totale sécurité. Les fantômes de la Bastide, la cruauté de Monsieur Duval, les visages menaçants des truands, tout cela semblait appartenir à une autre vie, à un mauvais rêve lointain dont elle venait enfin de s'éveiller. Elle posa son front contre la vitre froide et inspira longuement, un soupir qui la délivra de mois, d'années de tensions accumulées. Elle n'était plus la veuve sans ressources, elle était la gardienne d'un secret, l'architecte d'un nouveau départ. Les années s'écoulèrent, une décennie qui transforma Manon et le monde qu'elle avait fui. La vie en ville fut une renaissance. L'Institut tint toutes ses promesses. Ses enfants grandirent en bonne santé et épanouis, se nourrissant des livres et des opportunités que l'école leur offrait. Lucas devint un jeune homme brillant, passionné d'histoire, rêvant de devenir archéologue, à l'instar du docteur Lambert, qui était devenu pour eux une figure paternelle. Léo, qui n'avait que de vagues souvenirs de la Bastide, était un garçon joyeux et sociable. Manon aussi s'épanouit. Elle apprit à lire et à écrire avec une soif étonnante. Elle passait des heures à la bibliothèque du musée,
se documentant sur l'histoire de son peuple, des Celtes, des manuscrits qu'elle avait sauvés. Les chercheurs, impressionnés par son intelligence innée et son lien profond avec ces objets, l'associèrent à leurs travaux. Elle cessa d'être la simple découvreuse. Elle devint une experte, une gardienne de la mémoire. La femme timide et craintive qui était arrivée en ville couverte de poussière s'était muée en une femme assurée, à l'élocution facile, et dont la dignité forçait le respect. Sa voix devint une voix qui comptait dans le combat pour la préservation du patrimoine indigène. Pendant ce temps, à Sainte-Croix-du-Vent, la disparition de Manon et du trésor fantôme laissa un vide que les légendes comblèrent. La fureur de Monsieur Duval se changea en amertume, faisant de lui un homme aigri et seul, dont l'autorité s'effrita lorsqu'une enquête gouvernementale, discrètement diligentée par l'INP, mit au jour ses malversations et ses titres de propriété frauduleux sur les terres communales. L'antiquaire le roi fut finalement arrêté quelques années plus tard lors d'un coup de filet, grâce aux informations issues de l'enquête sur les pièces celtes. La justice, lente mais inexorable, avait fait son œuvre. Et puis, près de 10 ans après sa fuite, le docteur Lambert annonça la nouvelle à Manon. Le projet était abouti. Le gouvernement avait légalement exproprié la Bastide et, grâce à des fonds de l'Institut et de fondations culturelles, l'avait restaurée. Le lieu de la malédiction allait renaître. Le jour de l'inauguration, Manon retourna à Sainte-Croix-du-Vent. Non pas en tant que veuve bannie, mais en tant que directrice fondatrice du Centre culturel communautaire de Sainte-Croix. La Bastide était méconnaissable. Les murs de pierre avaient été consolidés, les toits refaits à neuf avec des tuiles rouges, et la cour, jadis étouffée par les ronces, était devenue un jardin luxuriant. Là où se dressait autrefois la ruine et la désolation, s'élevait maintenant un petit et charmant musée. Dans ces salles, sous des vitrines, étaient exposées des répliques fidèles des manuscrits et des masques les plus remarquables, ainsi que de nombreuses céramiques originales qui avaient retrouvé leur terre natale. Un panneau mural retraçait l'histoire, celle de la sépulture sacrée, de l'obsession de Monsieur Jean et de la tragédie de sa famille, et enfin, celle d'une femme anonyme du village qui avait sauvé ce trésor pour les générations à venir. Tout le village était présent, les visages empreints d'émerveillement et de fierté. Ils regardèrent Manon, non plus avec suspicion, mais avec un respect nouveau. Dans la foule, elle croisa le regard de Madame Fournier, désormais très vieille, qui lui offrit un sourire édenté qui en disait long. Manon avait bouclé la boucle. Elle n'avait pas fui son passé, elle était revenue pour le guérir. Ce soir-là, bien après le départ des derniers invités et le retour du silence sur la colline, Manon déambulait seule dans les salles du musée. La pleine lune, grande et blanche, filtrait par les fenêtres restaurées, baignant les vitrines d'une clarté argentée et spectrale. Elle s'arrêta devant la réplique du petit masque de stéatite, la première pièce qu'elle avait touchée, celle qu'elle avait vendue pour sauver Léo, l'objet qui avait été à la fois sa faute et son salut. Elle songea au chemin qui l'avait mené du désespoir le plus noir, sur ce sol même, à cet instant de plénitude sereine. Elle songea au mot « trésor ». Pour Monsieur Jean, ce fut une possession qui le consuma. Pour le roi, une marchandise. Pour Monsieur Duval, une occasion de puissance. Tous furent, d'une manière ou d'une autre, détruits par leur rapport à lui. La malédiction du druide s'était, en fin de compte, abattue sur eux. Et pour elle ? Pour elle, ce fut une épreuve, une question que le destin lui avait soufflée dans l'obscurité de la cave. Le docteur Lambert, qui était resté pour la nuit dans une des chambres d'amis de la Bastide, entra dans la salle et se plaça à ses côtés, suivant son regard. Un long parcours, n'est-ce pas ? Dit-il doucement. Manon acquiesça, sans détacher les yeux du masque. Je pensais à la malédiction, répondit-elle, la voix à peine audible. Le journal de Monsieur Jean est plein de sa peur de la malédiction du vieux druide, mais je pense qu'il ne l'a jamais comprise. Le druide n'a pas maudit les objets. Il savait que l'argile et la stéatite sont innocentes. La malédiction n'était pas dans le trésor. Elle résidait dans la cupidité de celui qui le convoitait. Les pièces n'étaient qu'un miroir. Monsieur Jean y a vu le reflet de sa propre arrogance, et cela l'a perdu. Le roi y a vu sa propre avarice, et cela l'a conduit en prison. Monsieur Duval y a vu sa propre tyrannie, et cela l'a laissé seul et sans pouvoir. Elle marqua une pause, et un léger sourire effleura ses lèvres. Moi aussi, je me suis regardé dans ce miroir. Au début, je n'y ai vu que ma peur et mon désespoir. Mais j'y ai aussi vu la possibilité de choisir. Elle se tourna vers le docteur, les yeux brillants d'une sagesse paisible dans la pénombre.
Je crois que c'est là que se brisent les véritables malédictions, docteur. Non pas dans ce que la vie place sur notre chemin, mais dans le choix que nous faisons. J'ai choisi mes enfants. J'ai choisi la confiance plutôt que la peur. J'ai choisi de rendre à mon peuple ce qui lui revenait. Et ce faisant, la malédiction s'est muée en bénédiction. Le docteur Lambert la regarda, ému par la profondeur de ses propos. Vous avez entièrement raison, Madame Manon, dit-il avec un respect sincère. Vous n'avez pas seulement sauvé ces trésors. Vous nous avez à tous enseigné la véritable nature de la richesse. Manon reporta son regard vers la fenêtre. En contrebas, les lumières de Sainte-Croix-du-Vent scintillaient. Son village n'était plus un lieu d'oubli, marqué par la pauvreté et la superstition. Il avait désormais un cœur, un ancrage dans sa propre histoire, un motif de fierté qui rayonnait depuis la colline. L'âme volée du village était rentrée au bercail, et ce faisant, elle avait elle-même trouvé la sienne. La petite maison dont personne ne voulait était devenue le phare de toute une communauté. L'histoire de Manon pourrait passer pour un conte d'un temps révolu, une légende du terroir provençal. Mais il n'en est rien. C'est un miroir. Dans chaque village, dans chaque ville, en chacun de nous, sommeillent nos propres bastides abandonnées. Ce sont ces situations qui nous paraissent insolubles, ces problèmes qui nous acculent, ces recoins de notre vie où nul autre ne voudrait s'aventurer, ces circonstances qui semblent sans issue. Et c'est précisément en ces lieux d'épreuve, et non dans les moments de confort, que s'opère la véritable métamorphose. Ce n'est pas lorsque nous possédons tout, mais lorsqu'il semble que nous ayons tout perdu, que nous sommes contraints de découvrir notre véritable nature. C'est dans les ténèbres les plus épaisses que la plus infime lueur brille avec le plus d'éclat. C'est dans le désert de la solitude qu'un simple acte de confiance a plus de valeur que tout l'or du monde. C'est dans le dénuement que nous découvrons ce qui importe vraiment. Manon a commencé son périple seule, veuve, avec pour seul bien 2 enfants et un océan de désespoir. Elle l'a achevé entourée du respect de sa communauté, l'avenir de ses enfants assuré, et un héritage de fierté pour son village. Non parce qu'elle a trouvé un trésor, mais parce qu'elle a choisi de faire le bien avec ce qu'elle a trouvé. Combien d'entre nous possèdent des trésors cachés dans leur propre existence sans le savoir? Il ne s'agit pas de masques de stéatite ou de manuscrits anciens. Il s'agit de talents que nous n'avons pas cultivés, d'opportunités que nous avons laissées échapper par peur, d'une force intérieure que nous ignorons posséder. Parfois, le plus grand trésor n'est pas enfoui sous les décombres d'une ruine, mais au plus profond de nous-mêmes. Et nous ne le découvrons que lorsque la vie nous force à creuser, à dépasser les apparences, à affronter nos plus grandes peurs. La bastide des Montéjo était en ruine, abandonnée, fuie de tous à cause d'une prétendue malédiction. Mais c'est précisément là que se trouvait la clé de l'avenir de Manon. De la même manière, ce sont souvent nos propres ruines, nos zones de fracture, ces pans blessés et délaissés de notre âme, qui recèlent le secret de notre transformation. On ne grandit pas en fuyant ces problèmes, mais en les affrontant avec courage. La malédiction dont parlait le druide n'était pas un sortilège, c'était une vérité morale. Le trésor était entaché de convoitise, de violence et d'égoïsme. Mais Manon nous a montré que même les conséquences des pires choix peuvent être inversées, non en effaçant le passé, mais en bâtissant un avenir différent sur ses fondations. Elle n'a pas nié l'origine des artefacts. Elle n'a pas prétendu que leur histoire était pure. Mais elle n'a pas non plus laissé cette histoire dicter son destin. Elle s'est servie du passé comme d'un socle pour construire quelque chose de nouveau, et c'est là que réside l'une des leçons les plus puissantes de son voyage. Nous ne sommes pas les prisonniers de notre passé, ni du passé des choses que nous héritons ou trouvons. Nous sommes les architectes de notre avenir par les choix que nous faisons au présent. Maintenant, je voudrais vous demander, à vous qui avez écouté cette histoire, que feriez-vous si vous trouviez un tel trésor? Le garderiez-vous pour vous ou le partageriez-vous? Et plus important encore, avez-vous identifié les trésors qui existent déjà dans votre vie? Parfois, le plus grand trésor n'est pas matériel, c'est la famille, la santé, la chance de pouvoir recommencer, l'amour. Combien de bénédictions refusons-nous parce qu'elles se présentent sous l'emballage rugueux de la difficulté? Combien de portes fermons-nous parce qu'elles ne nous semblent pas assez sûres? Manon nous enseigne qu'il faut parfois accepter la masure en ruine pour découvrir le palais intérieur. Il faut traverser la peur pour atteindre l'espoir. Il faut affronter les ténèbres pour enfin voir la lumière. La véritable malédiction n'a donc jamais résidé dans la stéatite ou dans l'argile. Elle était dans l'aveuglement du cœur, dans l'incapacité de voir au-delà du matériel, dans le choix de préférer les choses aux êtres.
Monsieur Jean est mort seul, consumé par son obsession, trahi par la même cupidité qui l'avait animé, laissant derrière lui un héritage de douleur. Le roi a fini ses jours derrière les barreaux. Monsieur Duval, dans la solitude de sa propre amertume. Tous ont préféré les objets à l'humanité. Manon, elle, a vécu assez longtemps pour voir ses enfants grandir, pour rendre à sa communauté sa dignité, et s'est éteinte bien des années plus tard, entourée d'affection et de respect, pleurée par tout un village qui se souvenait d'elle comme de la gardienne. Elle a préféré les gens à la richesse facile. Et c'est là toute la différence entre une vie gâchée et une vie bénie. Ce n'est pas ce que l'on possède qui compte, mais ce que l'on en fait. Ce n'est pas le point de départ qui importe, mais la direction que l'on choisit de prendre. Ce n'est pas d'où l'on vient, mais ce que l'on choisit de devenir. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti une émotion particulière en suivant le périple de Manon, alors elle a rempli sa mission. Je vous invite à rester avec nous, à vous abonner à ce petit espace où nous croyons que les histoires ont le pouvoir de guérir et de nous inciter à devenir meilleurs. Que les histoires ne sont pas de simples divertissements, qu'elles servent à nous faire réfléchir, à nous immirer et à nous interroger, quel trésor est-ce que j'ignore dans ma propre vie? Quelles bastides abandonnées est-ce que j'évite par peur? Quelle malédiction, héritée ou auto-infligée, pourrais-je briser en cet instant même? Manon n'était qu'une femme. Elle n'avait ni instruction, ni argent, ni pouvoir. Mais elle possédait ce que les hommes les plus riches et les plus puissants de son histoire n'avaient pas, le courage de faire le bon choix dans l'adversité, la sagesse de voir au-delà du gain immédiat, la générosité de partager plutôt que d'amasser, et la foi en un lendemain meilleur. Et en définitive, ce sont là les seuls trésors qui transforment véritablement le monde. L'amour que nous donnons, les vies que nous touchons, l'héritage que nous laissons. Racontez-nous votre propre histoire dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation qui vous semblait terrible au départ, mais qui s'est révélée avec le temps être une bénédiction? Partagez avec nous vos impressions ou les leçons que vous avez tirées du voyage de Manon. Nous serions ravis de vous lire et de vous voir échanger avec d'autres membres de cette communauté qui, comme vous, croient au pouvoir de l'espoir et de la résilience. N'oubliez jamais, le plus grand trésor que vous puissiez trouver n'est pas enfoui dans la terre, il est au fond de vous. Il suffit d'avoir le courage de creuser assez profondément pour le mettre au jour.